Jour 7752, toujours les mêmes fringues. Et toujours la même motivation, parce qu'après avoir ramené cette voiture par la route avec un moteur qui criait au secours et des freins qui appelaient à l'aide, je suis venu monter les joints de culasse neufs d'occasion. Yes! Nettoyer le circuit de refroidissement pour espérer que ça chauffe plus, faire en sorte que je puisse m'arrêter s'il y a quelqu'un qui traversait devant moi, donc il me reste encore pas mal de choses à faire, mais on s'approche du bout. Donc le but dans cette vidéo, c'est de rincer le moteur. J'ai encore décrassé le moteur. Mais je l'ai pas fait encore. Je vais aussi me battre avec mes essuie-glaces. Non mais sans déconner! On va aller faire un tour. Et puis on va croiser les doigts pour que ça se passe pas trop mal. Ça fait une semaine que je marine là-dedans, je vais choper des trucs, mais laissez tomber. Je l'ai fait tourner ce matin, aucune fuite, température stabilisée à 60-70 avec un ralenti haut, petite pointe à 80 degrés sur les culasses, mais tout va bien. Un moment, ça a commencé à acheter de l'eau en dessous, mais c'est le déversoir en fait du vase d'expansion que j'ai toujours pas rebranché, donc la surpression fait son boulot. Sachant qu'on est toujours au mélange chelou. Donc là, je suis en train de vider le radiateur, ça coule clair, ça coule putain de clair, ça a marché, ça a marché. Et je suis juste putain de content, je suis juste content. Si quelqu'un veut du café avec du coca, c'est le moment. Alors faut me croire quand je vous dis que c'est clair, forcément, avec ce que j'ai mis dedans, ça va pas être translucide. Mais en fait, même si le bac est noir, là, j'en vois rapidement le fond. Bah, y a pas de morceaux, y a pas de... Tout le gros est sorti, donc là, on va purger avec les deux vis sur le côté du bloc. Puis j'ai commencé à me faire une petite liste de tout ce que j'ai à faire. J'ai beaucoup de boulot. Une fois que la caisse sera sur un circuit de refroidissement normal, je vais venir la mettre ici en faisant de la place parce que je vais devoir démonter les 4 roues pour bosser dessus et je peux pas la laisser au milieu parce que si je veux faire un coup de propre sur les jantes, refaire les pneus et tout ça, si jamais ça prend du temps, il faut pas qu'elle bloque le passage. Maintenant que je sais visuellement où c'est, je devrais pas trop me faire chier sur l'accès, mais il faut pas que je me brûle. Voilà, là on sort de la bouillasse là. Pour rappel, la quasi-totalité du circuit était complètement obstruée au moment où on a fait la vidéo sur les joints de culasse. Les vis de purge donnaient sur rien, c'est-à-dire qu'on les ouvrait, il n'y avait rien qui sortait. Fallait taper au tournevis pour enlever ce qu'il y avait dedans, donc je suis super content du résultat. Et là, le fait que ça coule clair, que j'ai pas de fuite d'eau. Ce qui me fait presque le plus peur maintenant, c'est les pastilles de désablage du bloc. J'espère que ça va tenir parce que malheureusement, si elles ont été corrodées, si elles ont pris de la merde ou si c'est comme celle des culasses où il y en avait qui étaient percées mais bouchées par la daube, ça va vite être compliqué. Donc ce que je ferais, c'est que quand j'irai faire un peu de borne avec, je prendrais de la pâte, un mastic là, de la pâte bicomposant là. Ça marche bien pour les boucher dans le cas échéant pour se sauver la mise, on va dire. Parce que je peux absolument pas les faire. L'accès est trop compliqué. J'ai peut-être trouvé une recette pour nettoyer ça. Alors j'ai vu ça sur un commentaire d'une vidéo, je saurais pas vous dire laquelle. Du coup, j'ai été piquer des graviers sur le parking de la mairie de chez moi là. Vous en foutez dedans. Ok. Alors pas à faire avec tous les vases d'expansion, c'est soit du sable, soit des graviers. Et si vous avez un vase d'expansion qui est complètement compartimenté, ça peut vite être galère de le retirer. Là c'est juste un gros trou, donc on s'en fout. J'ai piqué à mes parents du vinaigre surpuissant de nettoyage, qui en reverront jamais du coup. Et on va voir si ça marche. Eh, ça a l'air de marcher hein. Je dis pas que ça va être neuf, mais étape très chiante mais importante. Et je vais aller plus loin que simplement changer les pneus, ce qui pourrait être complètement suffisant. J'ai envie de changer un peu le look de cette bagnole et surtout qu'elle ait un côté cool quand même et un petit peu travaillé. Donc vous allez voir, je vous fais la surprise, puis vous allez voir tout ce que je vais faire. Il va falloir que je gratte un peu les jantes. Donc pour ce faire et pour gagner du temps, parce que je sais pas si je vais avoir accès à la machine à pneus aujourd'hui, je vais déjà enlever tous les obus pour que les pneus se dégonflent. Les deux pneus arrière sont en bon état, les deux pneus avant sont complètement cuits, mais dans tous les cas je change les 4. Les deux, je les garderai, les pneus arrière je les garderai de côté. Tellement sec qu'ils se dégonflent même pas. Attends, j'arrive. C'est noir par contre-jour. Pas grave, c'est histoire de dire que je mets du gasoil. Je sais pas, je dois avoir mis 3 litres 5 d'huile, c'est limite si je suis pas au full, sauf que j'ai remarqué que le carter était un peu enfoncé, je me demande si j'ai pas levé au cric dessus. Donc là, on va mettre 1 litre de gasoil. Je vais faire un carnage là. Mais tu sais que t'as un embout. Ouais, mais il est pas beau. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, t'as gagné. Mais pourquoi tu veux remettre du gasoil? Tu vas encore décrasser le moteur? Mais je l'ai pas fait encore. Et l'huile là, elle est sortie bien. J'ai mis quoi là? J'ai mis 1 litre là, non? Pendant que Lucas et Leandro brossent les jantes, c'est pour ça que vous entendez le compresseur tourner derrière. Il est temps de faire tourner le moteur avec du gasoil dans l'huile pour essayer de le nettoyer au mieux. Vous savez que je suis fan de cette technique et que je trouve que ça marche très très bien. 1, 2, 3, soleil. Qu'est-ce qu'on s'ambiance ici, sans rigoler? C'est parti. Alors, est-ce que ça va couler tout dégueulasse alors que ça a tourné 2 secondes? Ah oui, c'est bien ça. C'est dégueu, hein. Enfin, c'est bien, je veux dire, ça a fait son office, quoi. Ça mériterait peut-être même un petit deuxième, en vrai. Putain, comment ça marche, le gasoil, là. Cette voiture va rouler, mes enfants, cette voiture va rouler. Alors,
J'ai sorti le filtre à huile, je vous ai pas montré, je vais vous montrer l'ancien. Il est beaucoup plus court, j'ai vu que ceux que j'ai qui sont des filtres à huile globalement bas de gamme. Donc but du projet, rien de bien compliqué. Le pré-remplir c'est un peu chaud parce qu'on est à... Donc je peux le faire que légèrement, pas jusqu'au fond. Et après on va venir débrancher la bobine et actionner le démarreur jusqu'à ce qu'on ait plus de voyant d'huile pour être sûr que tout va bien. Au niveau de l'huile que j'ai choisi de mettre, c'est de la 20-50. Alors pour la marque, là c'est elle, c'est de la Branlix Collection. Mais bon, on se dit que ça doit être pas mal, mais il y avait que ça de toute façon. Pourquoi la 20-50? Dans la Barracuda, je tourne à la 20-60, ce qui est pas mal. Mais là pour la 20-50, ça suffira. C'est un big block. Ça reste de l'huile un peu épaisse pour ces moteurs-là. Mais vu que les segments sont fatigués sûrement, elle a un peu de borne, la caisse, elle a un peu. On va aller dans son sens, on va mettre de l'huile un peu plus épaisse. Et la 20-50, c'est globalement ce qui est préconisé hein, sur... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je préconise sur ces moteurs-là. On a tendance à... Dès qu'on a une vieille US, les gens, ils disent « Ouais, mets de la 15-40 ». Ils disent « Mets de la 15-40 ans ». T'as déjà dit « Ouais, tu mets quoi? Tu mets de la 15-40 ». 15-40, 15-40, ouais ça va, c'est de la 15-40. Ouais 15-50 c'est déjà un peu plus... La 15-40 c'est vraiment par défaut quoi, c'est genre en mode ouais bah mets de l'huile de tracteur, de toute façon c'est comme un tracteur. Oh là, je fais un carnage là. On a l'impression que l'accès au filtre est horrible, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai un peu souvent dit. Mais d'une ça va, par le dessous ça va, c'est même plutôt pratique j'ai envie de dire. Et j'aurais jamais dû mettre de l'huile dedans déjà parce que c'est un... Du coup, ça glisse dans tous les sens. T'as le berceau, tu vois, faut que je trouve un moyen de lever cette caisse et de mettre un gros coup de lavage haute pression à eau chaude en dessous. J'ai un mec, j'en profite d'être en dessous pour vous faire une anecdote. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé des messages en me disant j'ai vu le dessous de ma caisse et c'était pas beau parce que ça ressemblait un peu à ça, mais en mieux. Faut savoir qu'en fait, alors là, celle-là, elle est un petit peu plus attaquée, mais c'est vraiment rien de grave. Les gens ont tendance, quand ils connaissent pas, dès qu'ils voient de la rouille, sans parler qu'elle soit de surface ou perforante, surtout de la rouille de surface, à se dire putain, ma caisse, elle est pourrie. Là, ici, en l'occurrence, tout va bien. Genre, oui, c'est rouillé, oui, il va falloir s'en occuper et traiter si on veut que la voiture perdure dans le temps, mais il n'y a absolument pas de rouille perforante, c'est super épais. Et vous voyez, dès qu'on frotte un peu, on retrouve quelque chose quand même d'assez sain, tout va bien. Et l'avantage des US, c'est que vu que c'est toujours un peu gras partout, moins ça rouille moins. Cette séquence, je la trouve vraiment intéressante et c'est pour ça que j'ai laissé, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a vite tendance à vous dire, notamment en contrôle technique, qu'à la moindre rouille de surface, bah votre caisse c'est un gruyère, alors que c'est pas vrai du tout. Et il y a beaucoup de gens qui sont paniqués quand ils voient un dessous de voiture qui est un peu rouillé, comme celui de la Chrysler, alors qu'il y a absolument rien de grave. Là, le truc, c'est de pas en mettre de trop. Mais vu que le filtre est pas rempli, on va essayer d'aller chercher le full, voire un tout petit peu plus. Et après, on va la faire tourner. Je l'enlève tout de suite comme ça, on y pense. Ça, faut pas le mettre au contact d'une... Faut pas que ça fasse masse. Sans allumage. Donc, on va faire venir tourner le démarreur pour le relubrifier. C'est intéressant de le faire pour lubrifier un moteur. C'est moins intéressant si c'est la première fois que vous le mettez en huile, comme vous avez déjà vu le faire sur le moteur de la Barracuda ou même de l'autre, là, quand il était à moitié bloqué, la 76. Vaut mieux l'actionner à la visseuse parce que s'il n'y a rien qui est lubrifié, ça peut être moyen. Là, il y a encore de l'huile partout dans le bloc. Tout n'est pas sorti avec la vidange. Et donc, du coup, on peut se permettre de le faire. Bah, dans tous les cas, vous pouvez vous permettre de le faire. C'est pas le drame de l'année. On fait un entonnoir à peu près. Il y a suffisamment d'huile pour que la crépine soit en huile. J'attends un petit peu, genre 1 minute ou 2 que ça descende en bas. Je la brasse. Une fois que j'ai plus le voyant, on laisse tout reposer. On prend le niveau, on fait la pointe et on est bon. C'est bon, vas-y. Le voyant d'huile est là. Donc, c'est une idiot light, on appelle ça. C'est-à-dire que quand ça s'allume, c'est trop tard. Donc, le but, c'est qu'elle va... Il faudra qu'elle vienne s'éteindre. Pas plus de 10 secondes à la fois. Je vais voir si ça va pas s'amorcer, moi je peux le dire. Je vous ai montré comment faire, maintenant je vous montre comment ne pas faire. J'ai la flemme de décharger mon truc et tout. Surtout que ça sûrement sera amorcé en 2 secondes top chrono. On a un peu stressé sur le moment, mais c'est absolument pas grave. Et vous pouvez laisser tourner la voiture jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, même si ça prend 1 minute. C'est d'ailleurs ce qui doit être marqué dans les manuels constructeurs. Bon, on va remettre de l'huile. Hein. Putain, ça m'apprendra à mettre de l'huile épaisse. Ça va venir, c'est extrêmement long. En plus, la jauge de pression d'huile, c'est le dernier truc à être alimenté, genre. D'un côté, c'est une sécurité. Ouais, on se donne quoi? On se donne... Non, on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Réessayons. Oh, t'emmerdes pas avec ton flash, hein, sinon. Vu que de toute façon, ça va pas s'éteindre, on le verra. Ça, c'est l'inconvénient de ne pas pouvoir remplir le filtre à huile avant, ça. C'est quoi, je le sens bien, on va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3... Ouais! Ah, l'histoire est belle! Le dossier essuie-glace, vous vous rappelez, on l'avait fait avec une corde. Et je comprenais pas comment que c'était putain de branlé, parce qu'en les démontant, j'avais des œillères et ça se remboîtait pas. Là, on a fini par comprendre qu'en fait, il y a des petits bushings en plastique et quand vous les démontez et qu'ils sont secs, en fait, ils s'éclatent, donc vous les retrouvez pas. Donc vous êtes là, genre, mais attends, mais c'est quoi qui tient? En fait, c'est ça. J'en ai commandé quelques-uns pour la 76 et la 75. Donc on sait que ça, c'est droite, ça, c'est gauche. Normalement, on a vu avec Paul sur la revue technique que visiblement, c'était à peu près dans ce sens-là, donc on va essayer. C'est très chiant hein, si c'est pas dans ce sens-là, parce que les enlever et les remettre... Ah, attends, justement, j'allais le mettre dans le mauvais sens. Elle est pas belle la blague? Pour les remettre dans l'autre sens, laisse tomber. C'est bon.
Oh putain. On pourra aller le rentrer là-bas, mon pote. Parce qu'en fait, il y a 2 links. Il y a celui qui va au moteur. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je crois qu'en fait, ils sont à l'envers. Rear axle, lubrification and maintenance. Ah, ça me semble logique là, d'un coup. En fait, c'est pas le problème que c'est illogique ou que c'est pas logique. Le problème, c'est d'aller putain de les installer, ces trucs-là. Eh mais pour le passer, non mais c'est des terroristes les mecs. Ah, attends. Eh, dans 1 heure, on est en train d'enlever le capot. Ah, c'est pas trop pourri, hein. J'ai vraiment l'air de l'opposé d'un Wistiti, genre. Le mec pas du tout avec ce qu'il est en train de faire. Ouais, j'ai plus de place. C'est pas non plus... J'en ai marre. Non mais sans déconner! Bon, laisse tomber, on va sortir les moteurs, ça ira plus vite. Vous connaissez sûrement cette sensation où vous vous dites bah ça va être facile et puis finalement bah c'est une horreur finie à faire. Bah c'est exactement ce que je vis actuellement avec les essuie-glaces. En gros c'est branlé comme ça, donc là vous avez le bras côté passager, ok? Et il faut que cet ergot là, il rentre là-dedans, ok? Donc même là j'y arrive pas, on va essayer d'y arriver à la multiprise et de tout rentrer en même temps. Et après de rentrer les tringleries, je sais pas comment je vais faire, j'improvise là. Voilà, là c'est rentré. J'ai vu la force qu'il faut. Donc ça, le faire sous la baie, bon courage. J'espère que la tringle est dans le bon sens parce que sinon je vais pleurer ma race. Je pense que la truc logique est de la monter comme ça, genre sortie de la voiture, parce que peut la rentrer dans la baie, c'est pas facile mais ça se rentre. Et au niveau du moteur, j'ai un accès plus significatif. Donc là, je la glisse comme ça. C'est la vidéo qui fait ça. Tout à l'heure, j'ai galéré de ouf. Putain, me dis pas qu'en fait elle s'inverse, genre Yanné. Sinon il faut une pince plate. Hein. Oh là là, même ça passe pas. Ah, je vous avais dit hein, que j'allais râler une dernière fois. Après, je peux essayer de faire tourner le moteur pour le placer à un autre endroit aussi. T'as vu la mission? Oh là là. T'es toujours sur la recherche du truc d'essuie-glace? Non, je pense que c'est les 2 barres qui se touchent, non? Peut-être, hein. Bah, parce que pour moi, c'est le bon sens. Je vois pas comment on peut les mettre. Si je les mets à l'inverse, elles se touchent. Automatiquement. Hein, attends. Oh, j'ai trop le seum. Bon, on peut couper. Bon, c'est pas censé taper là, mais pour le moment, ça me va très bien. Oh. Ma jauge à carburant elle bouge plus là. Putain. Je l'ai désamorcé en essence. Ah puis j'ai plus de nettoyant frein. Non. Justement là je vais en faire un, viens on fait le tour du truc là. Mais j'ai pas de plaque. Ah ça j'ai une bonne paire de chaussures, je suis en métier, je vais faire des pipis. Ouais tu peux aussi. Bon, ça fait un peu de bordel là. Ouais, on n'est pas à 110 là. On est à 110 là? Ah bah attends, on va mettre Waze, c'est pas possible, le compteur il monte trop vite. 50, 70, 73, Ah 75, ouais d'accord ouais. 76. Ouais, il y a un petit problème de compteur hein, quand je suis à 60. km/h Je me disais, putain, ça marche quand même vachement fort, mais non. Ah, ça marche. Ça marche quand même là. Ouais, ça se déplace pas trop mal. Hein. Ils sont pas beaux les essuie-glaces là? Bon, il tape un peu, donc il m'a le réglé. Il m'a le réglé, il va là. Il va là. Horreur à remettre. Dans la baguette de chrome qu'on n'arrivait pas à enlever là? Ouais, horreur à remettre. 98 au niveau de l'eau. C'est les... Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Maintenant qu'on sait que la voiture se déplace pas trop mal, même carrément bien, qu'elle ne fuit pas et que visiblement elle ne chauffe plus, il faut que je travaille sur ma ligne d'échappement éco-budget ++. Des derniers trucs à faire, c'est d'avoir une ligne à peu près potable pour la caisse. Alors, à peu près potable, hein, j'ai bien dit. Là, vous avez l'ancienne ligne, le coude derrière qui est complètement mort. La ligne qui pendait avec l'inter qui est là, inter qu'on a sorti. Et du coup, moi, il me reste des silencieux en stock dont je me suis jamais servi. Et j'ai acheté des manchons en pagaille et des trucs. Là, on a un raccord qui fait plus petit vers plus gros. Avec ce manchon-là, ça va bien. Il faudra
faudrait récupérer cette attache-là, qui vient au niveau du cul de l'inter, et qui vient se prendre sous la voiture, ce qui fait que la ligne frottera pas par terre. Après, ça dégagera les gaz juste avant le train arrière, mais on s'en fout. Parce que j'ai acheté des coudes, mais ils sont en inox. Comme un con, j'ai pas fait gaffe, et déjà que souder de l'acier, j'y arrive pas, mais alors souder de l'acier sur l'inox, bon courage. Donc là, on va récupérer, parce que ça, c'est ce qui sortait de l'inter. Donc on va disquer ça pour avoir un tout petit peu de marge, pouvoir passer ça, et ensuite, une fois qu'on a passé ça, et ensuite, on se tentera de souder avec mon fil fourré sans gaz, éventuellement un coude pour que ça sorte sur le côté, derrière j'en sais rien. Ça, normalement, c'est à moitié haut. On va rien en faire du tout. Bon. C'est bon là? Bonne question. Oui. Ah bah voilà. Perfecto. Tiens, sors ça là, ça me gêne. Aïe. Oh. J'ai hâte de voir le bruit que ça va faire. C'est vrai que la ligne, bah en fait j'ai oublié de filmer, donc on se retrouve quelques temps après pour vous montrer de quoi il s'agit. C'est simple, on a récupéré le tube qui va jusque là, ça c'est le montage que vous avez vu au sol avec le silencieux, et globalement ça pendouille. C'est pas ouf, mais j'avais pas de solution pour la fixer derrière, il me faut un autre accord que je vais commander incessamment sous peu. On est venu changer les cylindres blocs à l'avant, là au bout de la lampe. Les cylindres blocs plus leur accord là-bas, ça suffit à la tenir. C'est pas bien, faut pas laisser ça comme ça, mais c'est plutôt pas mal, et surtout... On est pas trop mal. Je suis vraiment content de ces silencieux que j'avais initialement acheté pour la Buick et dont je me suis jamais servi. J'en ai un deuxième, il n'y a que ça sur la ligne actuellement, plus les collecteurs qui sont très restrictifs, et du coup on arrive à un son qui est plutôt pas mal. Maintenant que vous savez que je suis fier de ma ligne d'échappement qui pend à moitié et qui est plutôt pas trop mal niveau sonorité, bah on va pouvoir en profiter parce que dans la vidéo de demain on fait 1000 km avec cette caisse. Alors est-ce que ça s'est bien passé? À demain.